Bonjour et bienvenue dans votre magazine de découverte et de questions sur le numérique. Je commencerai par celle-ci aujourd'hui. Selon vous, de quoi seront capables les intelligences artificielles en 2023 et jusqu'où bouleverseront-elles notre société en 2030? Alors des Français et des Américains de tout horizon ont planché sur cette question. Ils ont testé leur capacité à prédire l'avenir le plus probable dans ce domaine. Mon premier invité, Émile Servan-Schreiber de Hypermind, nous révélera les résultats de ce concours géant qui a traversé l'Atlantique sur les progrès de l'IA. Ce sera donc l'interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je parlerai d'amour et de sexualité aussi. Il semblerait que la Love Tech connaisse un boom retentissant. Pourtant, les startups françaises semblent rester discrètes. Alors nous aurons 3 représentantes en plateau pour lever le voile sur leurs activités. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur l'actu de la protection des données personnelles. On reviendra sur la plainte qui vise TikTok. Les données de millions d'enfants au Royaume-Uni et en Europe auraient été illégalement collectées. On conclura évidemment par une découverte des arbres à micro-algues qui pourraient dépolluer les villes. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Quel progrès aura-t-on réalisé en intelligence artificielle d'ici à 2023? De quoi seront réellement capables les IA dans les 10 années à venir? Bonjour Émile Servan-Schreiber. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, vous êtes déjà venu sur le plateau de Smartech. On sait aussi que donc, vous êtes directeur de Hypermind, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'intelligence et de la prévision au service des organisations qui veulent développer leur capacité d'innovation. On l'a annoncé aussi jusqu'au 15 avril dernier. Hypermind ont proposé de participer à un grand concours de prévision sur les progrès de l'intelligence artificielle, donc horizon 2023 et 2030. Déjà, quelles étaient les questions posées? Quels étaient les types de questions posées? C'était des questions très pointues? Alors, c'est des questions surtout très pointues sur les benchmarks des modèles dans les différents types de tâches sur lesquelles on teste les modèles d'intelligence artificielle, donc la reconnaissance d'images, la segmentation d'images, la reconnaissance d'objets, il y a plein de choses différentes, la capacité à comprendre du langage naturel, etc. Et puis aussi des sujets un peu plus sociétaux. Quel sera l'impact sur l'économie, sur nos professions, sur l'emploi, sur les capitalisations boursières des grandes entreprises de l'intelligence artificielle à horizon, donc 3-4 ans, voire 10 ans. Alors, quel profil de participants vous avez eu? Plutôt des experts, des amateurs, des penseurs? Alors, des penseurs amateurs, c'est-à-dire des amateurs au bon sens du terme, des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément des experts, des professionnels du domaine, mais qui en tout cas s'y intéressent de près, suffisamment pour vouloir réfléchir à ce que ça pourrait donner à l'avenir. Et donc, ce sont des gens qui venaient de partout. Autant de participants en France qu'aux États-Unis? Alors, des participants du monde entier, c'est très intéressant. Ah oui. Au moins, dans les gagnants, par exemple, il y avait 12 pays. Dans les 30 gagnants, il y avait 12 pays, jusqu'en Australie, donc beaucoup de Français, beaucoup d'Américains, c'est à peu près 70% Français-Américains, et puis le reste venant de tous les pays, y compris la Russie, le Portugal, le Maroc, et jusqu'en Australie. Et combien de participants au total? On avait à peu près 200 participants. Donc l'heure est venue de dévoiler les résultats. Les algorithmes d'intelligence collective, vous nous l'aviez expliqué la dernière fois, d'Hypermind ont donc agrégé toutes les prévisions. Qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les résultats? Alors par exemple, pour une question importante qui est la capitalisation boursière d'Alphabet. Oui. C'est donc une entreprise qui dépend beaucoup, de plus en plus, de l'IA. Et donc, Alphabet, donc c'est la maison mère de Google. C'est la maison mère de Google, voilà, donc, qui est aussi la maison mère de DeepMind, qui produit les plus grosses intelligences artificielles aujourd'hui, etc. Donc, on va passer de maintenant, c'est à peu près 1,4 milliard de dollars, on passera en 2030 jusqu'à 10 milliards de dollars, donc x7. Ouais. Donc, ça vous montre à quel point les gens sont optimistes sur la taille économique de l'intelligence artificielle à l'avenir. Il y a aussi, par exemple, on peut regarder le degré moyen d'automatisation des professions les plus courantes aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est à peu près une échelle de 0 à 100, où disons, c'est moyennement automatisé. La plupart des professions, en moyenne, sont autour de 30 sur 100. Hein. Donc moyennement automatisé, on va passer à quelque chose de quand même beaucoup plus sérieux, puisqu'il va y avoir une augmentation de 65% jusqu'à à peu près 50%
d'automatisation Ah oui. pour les professions, y compris des choses communes comme les baristas ou les avocats. Donc ça touche vraiment à des choses très très larges. Il y avait des différences entre les prévisions d'un côté et de l'autre de l'Atlantique ? Non, pas vraiment. Globalement, c'est assez universel comme sujet. Alors, vous expliquez de manière très documentée, fort convaincante, je dois dire, dans votre ouvrage Super Collectif, la puissance de nos intelligences, qui est paru chez Fayard, que les prévisions collectives sont meilleures que les prévisions individuelles d'experts. Alors, pourquoi, Émile, un concours individuel ? Alors, on fait des concours individuels parce que pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut que chacun réfléchisse de la façon la plus indépendante possible. Et la meilleure façon de faire réfléchir chacun de façon indépendante, c'est de mettre de la compétition pour que chacun essaye d'être meilleur que les autres. Donc de ne pas simplement suivre les autres, mais de réfléchir pour soi-même. D'ailleurs, on se rend compte quand on regarde le cerveau, qu'un cerveau qui parie est un cerveau qui réfléchit plus et mieux qu'un cerveau qui fait juste un like ou un vote. Donc ça, c'est la première chose. Ça fait réfléchir. Donc, stimulation intellectuelle. Ça stimule la partie du cerveau qui nous différencie des singes, en gros. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand il s'agit du futur, personne n'est expert. Donc les experts sont très très bons pour vous dire ce qu'il s'est passé ou ce qui est aujourd'hui, mais ils sont en général individuellement très mauvais pour vous dire ce qui va se passer. Et ça, il y a des études énormes qui ont été faites dans les 20 dernières années, des études sur des longues plages pendant 20 ans, pendant 4 ans, sur des tas de sujets avec des milliers de personnes de différents niveaux d'expertise qui vous montrent que l'expertise n'est pas déterminante. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des experts en IA très reconnus, comme, je sais pas, un Yann Lequin qui aurait participé au concours ? Non, alors les experts ont tendance à vouloir ne pas participer à ce type de concours où justement il y a des notes objectives qui sont données sur la qualité des prévisions, parce que ça risquerait de les diminuer. De diminuer leur expertise aux yeux du monde. Donc a-t-il participé sous pseudo ? On ne sait pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une science aujourd'hui d'être un pronostiqueur ? Oui, alors la prévision, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de science, effectivement. Et c'est une question de science à 2 niveaux. Premièrement, parce qu'on peut l'étudier scientifiquement, justement en organisant des grands concours sur des tas de sujets avec beaucoup de gens, et ensuite on peut regarder qui a raison, qui a tort, etc. Ensuite, on se rend compte quand on fait ça qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que d'autres et que ces gens-là, partie infime, 2% environ des participants, sont ce qu'on appelle des super prévisionnistes. Ce sont des gens qui ont la bosse de la prévision comme d'autres ont la bosse des maths. Et à partir du moment où on peut repérer quelles sont les compétences de ces gens-là, on peut commencer à essayer de les émuler. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous des super champions de la prévision, mais de la même façon qu'on n'a pas besoin d'être Mbappé pour prendre du plaisir à s'améliorer en football. Donc là, c'est la même chose. On peut chacun s'améliorer en s'inspirant de leurs techniques, parce que ce sont des techniques, pour devenir des meilleurs prévisionnistes. Peu importe le domaine. Si on est un bon pronostiqueur, c'est dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. Oui, c'est-à-dire l'enseignement principal de toutes ces études à très long terme, c'est que le plus important dans la prévision, c'est pas ce que l'on sait, c'est comment on pense. Voilà, donc on pourrait revenir à la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, c'est exactement ça. Donc ça a juste été redécouvert. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber, directeur de Hypermind. Où est-ce qu'on peut trouver les résultats, voir la liste des gagnants ? Alors, il faut aller sur predict.hypermind.com, predict.hypermind.com, et là, vous aurez les liens pour retrouver les tableaux de bord avec toutes les prévisions. Et dans 10 ans, on saura qui avait raison. Avec beaucoup de Français, notamment. Énormément de Français. C'est quand même un site principalement, donc c'est transatlantique, avec 70% de Français, 30% d'Américains, grosso modo. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber. C'est l'heure de changer de sujet. Cette fois, on va s'intéresser à l'amour. On va parler de la Love Tech. Bismart. Le son du désir. Allô, ma chérie, tu me manques. Mon corps ne cesse d'appeler le tien, comme tu es belle. La Love Tech française, une partie en tout cas, est en plateau aujourd'hui dans Smart Tech. Je vous présente Anne-Cécile Descaillaux, cofondatrice de Gapian, une plateforme qui accompagne les femmes dans leur vie la plus intime avec un e-shop et des masterclass. Et Alexis Iméros, auteur de littérature érotique et créateur du Son du désir, dont on a entendu un extrait en ouverture de ce talk. C'est une offre de programme sonore de fiction dédiée au bien-être sensuel féminin.
Nous avons également en visio avec nous Christelle Bonny, fondatrice de Sextech for Good, une agence dédiée à la promotion et au développement de projets innovants dans tous les domaines de la sexualité. On va commencer ensemble, Anne-Cécile Descaillots. Je disais dans le sommaire que il y avait visiblement un boom de cette love tech ou sex tech, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais pourtant on n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant. En termes de start-up français, ça reste discret. Alors présentez-nous Gapian. Tout à fait. Alors, Gapian, comme vous l'avez très bien dit, donc c'est une plateforme de bien-être intime et sexuel qui s'adresse donc aux femmes pour les accompagner tout au long de leur vie intime et sexuelle. En fait, avec mon associée Marine Boucherie, quand on a commencé il y a quelques mois, on s'est rendu compte, comme vous le disiez très bien, qu'il n'y a pas d'endroit agréable en fait où avoir une expérience pour acheter des produits et pour avoir des conseils en fait. Qui plaisent aux femmes. D'un côté, nous avons les pharmacies qui sont très très médicalisées et de l'autre côté, les sex shops dont l'atmosphère n'est pas du tout appropriée. Donc avec Gapian, c'est ce qu'on a voulu fonder en fait. Donc cette plateforme qui va rassembler des initiatives européennes et françaises. On s'efforce à sourcer des produits de qualité et aussi des produits qui sont donc bons pour les corps et sains pour la santé. Donc voilà, on a fondé Gapian pour ça et à côté, on a des masterclass avec des experts qui viennent et qui interviennent pour conseiller en fait notre communauté sur des thèmes divers. Donc on a des sexologues, des naturopathes aussi parce qu'on regarde le corps de façon holistique. Est-ce que ça veut dire qu'on a un manque d'éducation sexuelle en France encore ? Eh bien alors totalement, je pense que les programmes d'éducation sexuelle sont toujours passent un petit peu toujours à la trappe et malheureusement c'est vraiment, mais en France comme ailleurs, on a toujours un gap au niveau de l'éducation et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pallier parce que la sexualité et l'intimité en fait ça s'apprend. Ce n'est pas inné et aujourd'hui on le voit d'ailleurs avec les grands mouvements sociétaux qui arrivent, donc les femmes et les hommes ont envie de se réapproprier leur corps, leur sexualité et comprendre pour mieux communiquer aussi. Alors, on va passer au son du désir, dont on a entendu un extrait donc en ouverture. Pourquoi avoir choisi le son déjà, Alexis ? Déjà, on a une offre de podcast qui s'est développée depuis 2 ans en France. Le son, c'est formidable parce que c'est l'intimité. Et finalement, quand on veut parler de sensualité, de sexualité, c'est absolument... En général, on pense plutôt aux images. Eh bien justement, changeons de paradigme. Les images peuvent apporter beaucoup d'obscénité. Le son va rapporter du réconfort. Et puis, de faire travailler l'imagination, de faire travailler les sens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fonder une sorte de plateforme qui soit entièrement dédiée à des podcasts qui vont faire travailler cette imagination, cette sensorialité. Et puis, de plus en plus, de proposer une offre plus variée. Et alors, vous dites, quand vous présentez votre plateforme, que vous portez des valeurs de respect, d'égalité, de partage. Pourquoi vous précisez ça ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ce marché, il a besoin d'être assaini ? C'est plus qu'assaini. C'est-à-dire que pendant... on va pas refaire l'histoire de la sexualité et de l'érotisme, mais se dégager d'une vision qui a très longtemps été totalement phallocentrée, qui a été totalement sexiste, et puis de se dire que finalement on partage des mêmes valeurs, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'égalité, et puis on va essayer de se dégager de cette vision obscène qui a collé à la peau et qui colle encore à la peau du marché de la sexualité. Alors, on va donner la parole à Christelle Bonny maintenant de Sextech for Good. Bonjour Christelle. Comment vous l'appelez déjà, vous, cet écosystème ? Est-ce qu'il existe d'ailleurs cet écosystème en France ? C'est Sextech, LoveTech, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on trouve comme activité derrière ? Alors moi, j'utilise le mot de Sextech parce que
Sexe pour sexualité avec un S, pour pas être dans la réduction. Et c'est tout l'enjeu souvent d'expliquer que la sextech, c'est pas la porn tech, par exemple, et qu'on est bien dans la recherche de solutions ou d'amélioration ou de diversification de toutes les pratiques ou la sexualité, mais bien la santé. Enfin, la sexualité, ça regroupe l'éducation, la prévention, mais aussi la sexualité des seniors, la sexualité des personnes handicapées. Voilà, c'est beaucoup plus riche souvent que ce qu'on imagine. Et donc, les activités, ça part d'où? Ça va jusqu'où? Ce que vous mettez derrière Sextech, qu'est-ce qu'on trouve comme start-up, comme boîte aujourd'hui, comme techno? Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'écosystème en France, il n'existe pas ou très peu. On commence à avoir des acteurs qui commencent à se connaître et à vouloir faire des choses ensemble, et c'est bien. Moi, j'ai commencé en 2014 quand même le mot n'existait pas. Et ça reste compliqué aujourd'hui de vouloir entreprendre dans ce domaine-là parce qu'on n'est pas bienvenu forcément dans les incubateurs, même si je salue l'initiative récente de Station F d'avoir un programme spécialisé Femtech, Sextech, et qui permet en fait d'avoir quelque chose de très visible. C'est une belle avancée. On ne peut pas aujourd'hui être financé sur ce type de projet. C'est compliqué de faire de la R&D. C'est pas finançable par la BPI, même si on parle de sexualité et de handicap. On a du mal à avoir des modules de paiement pour les sites. On a du mal à trouver des agences même de marketing qui ont envie de travailler avec certaines marques en fonction de ce qu'elles font, parce qu'on n'est pas des clients toujours dont on a envie de parler. Donc cet écosystème, il a du mal à exister, à se fédérer, et c'est un vrai enjeu parce que c'est un sujet important, c'est de l'innovation. Alors bien sûr, il y a un potentiel économique, mais pour moi, c'est aussi des vrais sujets de société. Aujourd'hui, quelle société on veut? Une société plus inclusive, une société où les gens sont bien. On met dans la loi du vieillissement le droit au plaisir, l'accès au plaisir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les seniors ou les personnes qui sont en EHPAD pour leur permettre d'être épanouies? Donc il y a vraiment beaucoup de questions à traiter. Donc où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Je ne sais pas, en tout cas en France, ça ne commence pas assez. Et donc on n'a pas assez d'éléments pour permettre encore aujourd'hui la création de projets très très innovants. Donc alors on a des marques quand même, ça m'étonne quand même, Christelle, d'entendre ça, parce qu'on se dit qu'au contraire, l'industrie du sexe, comme on l'appelle depuis des années, est quelque chose de très porteur économiquement. Donc on devrait voir les investisseurs, les banques vous suivre, au contraire. On devrait, au pays du French Kiss, on devrait, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Malheureusement, on est dans un pays où il y a le sexe, c'est beaucoup de tabous. On a même beaucoup de fonds d'investissement qui ont dans leurs guidelines le fait qu'ils ne peuvent pas investir sur ce type de projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups, quand elles se lancent, elles ne vont pas parler de plaisir, mais elles vont parler de bien-être, elles vont parler de santé. On est obligé un peu de se cacher des fois certains des mots pour ne pas appeler un chat, parce qu'on va nous dire c'est pas éthique, c'est pas politiquement correct. Aujourd'hui, on a des belles levées de fonds sur des projets intéressants en termes de sexualité en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, pas en France. Alors pourtant, on est quand même, oui, une réaction Oui, ici. oui. Et en fait, la plus belle des preuves, c'est pour intéresser finalement Bismart, on a fait un communiqué de presse en disant on va vous parler de Love Tech. Parce que finalement, quand on mettait on va vous parler de Sex Tech, on allait tomber dans les filtres de spam. Je ne sais pas si vous m'aviez d'abord interpellé sur sexe et ensuite sur love, mais bon. Mais en fait, souvent, on tombe dans les filtres de spam. Oui, c'est vrai que c'est une... que finalement, on ne va pas pouvoir parler technique intéressante de ce projet. Absolument. On a des nouveaux acteurs donc, sur ce marché qui, historiquement, étaient plutôt tenus par l'industrie pornographique. On a des nouveaux acteurs. À quoi ressemblent-ils ? Les acteurs aujourd'hui, finalement, c'est tout un ensemble de startups portées le plus souvent par des femmes. C'est des histoires individuelles, ouais. Oui, je pense qu'il est grand temps en fait de voir les femmes se réapproprier leur intimité, leur sexualité, et je pense que dans les prochaines années, nous allons voir de plus en plus de femmes en fait s'investir parce qu'on est vraiment à la jonction de la santé sexuelle, du bien-être et de la sexualité. Donc pour moi, c'est vraiment un marché qui est complètement porteur. On a bien vu avec les grands mouvements sociétaux. C'est lié à ces mouvements de MeToo, par exemple ? Bien sûr, je pense que la conscience sociale, en fait, s'éveille, et on voit que les conversations sont en train de s'ouvrir, et il y a moins de tabous, les gens ont envie de parler, et surtout, en fait, d'apprendre et de se renseigner et de mieux faire du sexe. Et c'est là où il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on est dans une société où la parole semble beaucoup plus libre, et pourtant, je vous entends sans arrêt me parler encore de tabous.
Oui, alors parce que les tabous, ils sont toujours là et il faut les lever. Je rejoins Alexis On a quand même et énormément Christelle. progressé depuis les années 60. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cependant, on a toujours donc une éducation sexuelle qui est très très pauvre en France. On en parle, on communique très mal aux enfants, aux adolescents. Donc tout ça, il faut qu'on le rectifie. Et même, on accompagne très mal dans l'intimité les femmes, mais les hommes aussi, qui ne sont pas sensibilisés à des questions, par exemple, de vaginisme, de plancher pelvien qui est trop faible. Donc ça fait partie de l'intimité et aussi de la sexualité. Ça a un impact énorme sur la sexualité des femmes. Donc il faut en parler parce que sous couvert de tabou, les professionnels aussi de la santé ne savent pas forcément comment bien les traiter. Donc plus on partage en fait les expériences et les histoires, plus on va avancer. Et moi, je veux être vraiment positive et je pense que dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, nous allons voir des superbes projets émerger dans le monde et en France. Je pense qu'en France, nous sommes prêts. Donc je suis... Et ça peut faire progresser la santé des femmes aussi. C'est Totalement, ça que vous dites. totalement. Pas simplement libérer la parole. Exactement. Pourquoi la technologie, selon vous, permet-elle justement de créer ce nouveau mouvement autour de la sensualité, de la love tech plus féminine ? Voilà, en fait, la sextech, c'est quoi ? C'est un ensemble de nouvelles initiatives qui sont aidées par les nouvelles technologies. Et pendant très longtemps, finalement, on a eu des avancées technologiques. Finalement, les premiers les vibromasseurs, c'était dans les années 30. C'était pour régler des problèmes sexuels. Et de plus en plus, on arrive aujourd'hui à des choses qui vont céder de nouvelles technologies, comme des objets connectés, comme la facilité à pouvoir écouter des audios un peu partout. Chose qui n'était pas encore possible il y a une dizaine d'années. Les flux s'ouvrent, on peut avoir beaucoup plus de emporter avec soi, partager des images et via le smartphone et le développement des applications, ça porte finalement... C'est une diffusion plus simple, exactement, en fait, plus rapide. ça porte ce secteur. Christelle Bonny, c'est un secteur d'innovation encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveauté autour de vous ? Ah oui, c'est un secteur d'innovation. Je rejoins ce qui a été dit en plateau. Je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer. On a vu la différence après MeToo. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie de la sextech, elle est notamment l'idée par des femmes. Et aujourd'hui, c'est les hommes qu'on attend aussi parce qu'il faut que tout le monde évolue. Et je suis ravie que vous ayez Alexis en plateau parce que quand moi, j'ai entrepris, j'ai eu beaucoup de problèmes à porter mon projet de sextoy connecté. Mais on m'a dit souvent, si vous aviez été un homme, on n'aurait pas sélectionné votre dossier pour pitcher parce qu'on vous aurait pris pour un pervers en fait. C'était ça la réalité aujourd'hui de notre situation. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait des hommes et on est en marche pour que ce soit une industrie beaucoup plus ouverte et inclusive. Donc au niveau des nouvelles technologies, il y a par exemple la robotique humanoïde. Aujourd'hui, on est dans un pays où le métier d'assistant sexuel est interdit parce que assimilé à de la prostitution. Et, c'est peut-être dommage de ne pas s'intéresser un petit peu plus aux robots sous prétexte que ça nous fait peur et qu'on a peur d'être remplacés. Il y aura sans doute beaucoup de choses à faire avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les combinaisons haptiques. Donc aujourd'hui en France, il n'y a pas énormément vraiment de recherche, je vais dire fondamentale sur les nouvelles technologies assimilées à ce type de recherche sur le vieillissement ou le handicap ou même le plaisir. Mais voilà, encore une fois, je suis assez d'accord avec vos invités. Il faut rester optimiste et je pense qu'au fur et à mesure du temps, parce que les gens sont prêts beaucoup plus que les banques et les investisseurs et qu'il faudra répondre à leurs demandes, on va avoir de très belles choses qui vont être mises sur le marché. Alexis, vous voulez réagir ? Oui, il y a peu d'investissement également parce que c'est difficile de mesurer ce secteur. On mesure facilement le secteur du bien-être en général, qui est un secteur qui a une évolution assez constante, un bon développement, une croissance de plus de 5% cette année, génial. Le bien-être sensuel, c'est quoi ? C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'études finalement. Si on avait des études qui permettaient de mesurer précisément ce marché, peut-être que ça aiderait des investisseurs à avoir plus confiance. Et, il y a quand même des outils de mesure qui sont par exemple le nombre d'abonnés que vous avez ou de visiteurs sur vos sites. Oui, bien sûr. Les gens qui payent, combien d'achats de sextoys par exemple, ça on voit qu'il y a une explosion en ce moment. Absolument. On a passé l'an dernier la barre symbolique des 50% des Français qui ont déjà utilisé des sextoys.
Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle avancée. Mais je voudrais revenir sur le point des abonnés et des nombres de visites sur nos sites. C'est vrai que le problème que nous avons aussi, et ça, je pense qu'il faut le mentionner, c'est qu'on est shadowban aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et ça veut dire que les algorithmes, en fait, ne font pas la différence entre l'éducation sexuelle et la pornographie. Donc, on a bon espoir que Facebook, Instagram rectifient, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché qui demandent ces changements. Mais en effet, il faut user de créativité. Et là où c'est vraiment important, c'est qu'on voit en fait le bouche à oreille des personnes qui arrivent à nous faire exploser quand même et à nous suivre et à nous prouver en fait qu'on a raison d'être là et on a raison d'exister. Malgré les sponsors publicitaires. Vous avez des indications sur le niveau de financement de cette sextech française ? Il y a beaucoup de financements privés, des initiatives personnelles en fait finalement qui se font les unes après les autres. Il y a, comme on l'a cité, Station F qui par exemple crée ce programme Sextech, Femtech qui va permettre également de donner une meilleure image de ce secteur et surtout des startups qui sont dans ce secteur. Et c'est vrai que finalement... On a Station F, nous, tous les mercredis matins. J'en parlerai avec Marwan Elfites. Ouais. Génial. Mais c'est vrai que finalement, à peu oser se mettre en avant, eh bien, ça laisse le champ libre à des acteurs qui sont dans ce milieu depuis des dizaines d'années et qui ont participé à donner une image pas très réjouissante, finalement, une image un peu obscène. Je ne sais pas, vous pensez à Dorsel ? Moi, je les ai reçus en plateau parce que justement, ils travaillent aussi désormais autour du son, des podcasts, des intelligences artificielles qui réveillent nos sens. Je pensais plus à des plateformes américaines comme Pornhub où finalement, effectivement, il y a des milliards qui passent par ce genre de plateforme et personne n'en sort tiré par le haut parce que ils tirent finalement leur argent de publicités qui sont directement très obscènes. Voilà. Christelle Bonny, je sais que vous avez été une pionnière vous, dans ce secteur. Vous aviez créé une application de lecture érotique il y a quelques années. C'est compliqué d'être une start-up dans ce secteur et encore plus quand on est une femme. Votre aventure s'est arrêtée à cause de ça, de cette complexité ? Non, alors ça a été dur, ça a été compliqué de lever des fonds. Moi, j'avais de la chance parce que le cœur du projet, c'était une plateforme comme un iTunes des objets connectés. Donc, des gens pouvaient se positionner sur la plateforme et j'ai pu avoir des aides BPI, par exemple, sur cette partie que j'aurais pas pu du tout avoir si j'avais présenté uniquement la partie sextoy connecté. Être une femme, c'était compliqué parce qu'on n'était vraiment pas nombreuses dans la tech. Il y en a un peu plus maintenant, mais on reste minoritaire. C'est compliqué parce que déjà être financé quand on est une femme, une start-up dans l'innovation, voilà, c'est pas évident. Et quand on a cette couche érotisme, plaisir féminin, ça a été un peu, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses que j'imaginais pas entendre. Maintenant, je pense qu'en 2014, si j'avais été un homme, j'aurais rien fait du tout. Donc, il faut plutôt se dire que c'était une chance. Et si nous, on est tombés, c'est des problèmes de production, parce que j'ai pensé à l'époque naïvement que je pouvais faire un sextoy made in France, et non. Et j'ai travaillé avec des gens en France qui nous ont livré 4 fois des séries de produits qui étaient défectueux, parce que c'est toujours compliqué de passer d'une phase de prototypage à une phase d'industrialisation, et que quand on est un petit, une start-up, on n'a pas énormément de trésorerie pour relancer, et qu'on n'est pas globalement très couvert quand on a ce genre d'accident. Donc c'est plutôt un problème industriel, parce qu'on avait de la demande pour 23 pays en termes de distribution, donc le potentiel était vraiment là. Et donc, j'imagine que c'est aussi le moteur pour vous de la création de la fondation de Sextech for Good, c'est de rassembler l'ensemble de cet écosystème pour être plus puissant. Le Made in France aussi, vous travaillez dessus, Anne-Cécile ? Oui, totalement. Donc nous, on voit beaucoup d'initiatives en France et en Europe, des jolis petits projets qui se montent, et donc on essaye vraiment de mettre ces marques-là en valeur, parce qu'en effet, si on se rassemble, si on rassemble les personnes qu'il y a dans cet écosystème, en fait,
fait, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour les Françaises et les Français de consommer beaucoup plus français, local, des produits qui sont adaptés. Nous, on travaille aussi beaucoup avec des acteurs qui sourcent des ingrédients qui sont naturels, donc dans tout ce qui va être crème pour le corps ou lubrifiant, baume, etc. Et il y a toute sa place en fait pour des produits comme ça sur le marché, donc qui sont vraiment en opposition avec les produits qu'on trouve traditionnellement dans la pharmacie et qui ont aussi beaucoup de produits qu'on ne devrait pas trouver en fait. Bon, j'espère que ça a permis de vous mettre en lumière, parce que je sais que vous cherchez tous du soutien, des investisseurs et aussi des incubateurs pour vous porter. Merci beaucoup à Christelle Bonny, fondatrice de Sextech for Good, à Alexis Imeros, créateur de la plateforme Le Son du Désir, et Anne-Cécile Descaillaux, cofondatrice de Gapian. Juste après la pause, on revient sur la question de la protection des données personnelles et cette affaire TikTok qui nous dit que des millions d'enfants ont été volés sur leurs données personnelles. On verra, ça se passe au Royaume-Uni, mais également en Europe. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous sur la protection des données personnelles avec Hervé Lejoin, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Alors je sais qu'il y a une actu qui vous a particulièrement fait réagir, cette plainte au Royaume-Uni contre TikTok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits déjà ? Oui, bonjour Delphine. Effectivement, une action judiciaire a été entamée la semaine dernière par l'ancienne commissaire aux enfants au Royaume-Uni, Madame Longfield, suite en fait à une plainte qui avait été lancée par une jeune fille de 12 ans. Et en cause, finalement, c'est les pratiques supposées très limites de collecte de données de TikTok sur les enfants, justement. Et effectivement, cette pratique, elle touche les enfants de moins de 13 ans potentiellement au Royaume-Uni et de moins de 16 ans en Europe. Et quel type de données en fait, sont concernées quand on parle de données personnelles d'enfants ? De quoi on parle exactement ? Écoutez, les enfants, ils utilisent leur mobile. Alors effectivement, sur le mobile, les données, quand vous inscrivez, vous allez donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, donc un certain nombre de données personnelles. Et après, vous avez tout l'aspect qui est lié au mobile et à l'utilisation du mobile, donc la géolocalisation. Les centres d'intérêt de ces enfants, effectivement, collectés par l'application, et puis tout ce qui se passe effectivement derrière et qui va pouvoir être collecté en termes d'informations, effectivement, par exemple de carnet d'adresses potentiellement, puisque toutes ces applications TikTok, mais d'autres aussi, vont vous demander est-ce que je peux accéder à votre carnet d'adresses pour que vous puissiez communiquer avec vos amis, et ainsi de suite. Donc, en gros, tout ce que vous avez dans votre environnement mobile et ce que vous allez donner au moment de l'inscription va être collecté en permanence, et à la fois lorsque vous utilisez l'application, mais peut-être lorsque vous ne l'utilisez pas aussi. Mais ça, c'est donc un peu ce que font toutes les applications finalement. Où est le problème sur cette collecte qu'on dit comme étant illégale ? Écoutez, le problème, c'est un peu la transparence, et c'est surtout en fait le problème des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications, vous avez raison, qui collectent ces informations, mais ces applications, je dirais, touchent la plupart du temps des adultes, donc qui vont pouvoir donner un consentement éclairé. Ici, on parle d'enfants qui ont entre 8 ans et 12 ans, voire 7 ans à 12 ans. Donc c'est là où effectivement le consentement éclairé d'un enfant de 7 ans à 12 ans, c'est pas quelque chose qui semble, on va dire, très éclairé justement. Et ces collectes d'informations sur ces enfants se font bien entendu dans des conditions qui sont pas très transparentes, et c'est pour ça qu'il y a une attaque aussi, pas très transparente et pas explicite. Et vous ne pouvez pas demander à un enfant entre 8 ans et 12 ans d'aller lire la politique de confidentialité d'une application telle que TikTok. Et donc on aurait dû passer par un consentement de la part des parents. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place ? Alors justement, normalement, et c'est là que c'est très intéressant, et c'est en Europe c'est pareil, normalement, en dessous de 13 ans au Royaume-Uni et en dessous de 15 ans en Europe, vous devez, lorsque vous inscrivez une application, si vous avez moins de ces âges-là, donc 15 ans en Europe et 13 ans au Royaume-Uni, vous devez avoir le consentement de vos parents. Mais en fait, des statistiques le disent. Les statistiques, elles sont en Angleterre ou en France avec la CNIL.
plus de 80% des enfants entre 10 et 14 ans, par exemple, en France, utilisent et s'inscrivent à des applications sans que les parents soient même au courant. Donc on voit bien qu'ici, ce consentement soi-disant qui doit être effectué par à la fois l'enfant et les parents ne l'est pas. La réalité, c'est que le consentement, vous avez une case à cocher dans l'application et ça y est, vous y êtes. Et il n'y a pas le parent qui est derrière en train de dire « est-ce que tu vas ?» Parce que finalement, les jeunes n'ont pas besoin de leurs parents pour se connecter sur ces réseaux sociaux. Et alors, au début de l'affaire, vous nous avez dit qu'il y avait une petite fille qui s'était aperçue que ces données avaient été collectées de manière un peu abusive, c'est ça? Qu'est-ce qui l'a frappée? En fait, je pense, et là c'est clair, on n'a pas tous les détails, mais on peut imaginer que la petite fille de 12 ans, justement, c'est ses parents qui ont probablement été alertés par cela. Et effectivement, se sont rendus compte qu'elle s'est inscrite. Et donc, effectivement, c'est via la petite fille qu'il y a une plainte qui a été déposée, puisque c'est elle, en tant qu'enfant, qui effectivement va dire « ah il se passe des choses sur moi », sachant que là, probablement, oui, les parents ont joué un rôle finalement en découvrant cet usage de cette application et ce que cette application collectait. Est-ce qu'on sait à quoi sont aussi utilisées les données qui sont collectées? Elles sont utilisées. Alors la politique de confidentialité là-dessus, TikTok est une société chinoise, donc détenue par ByteDance. La politique de confidentialité vous dit que les données sont essentiellement utilisées à des fins publicitaires. Donc là, on rejoint encore un autre problème, c'est le ciblage. Le ciblage d'enfants de 7 ans à 12 ans, voire en Europe de 7 ans à 14 ans, est normalement quelque chose qui est très contrôlé. Et là, effectivement, à partir du moment où on collecte tous les centres d'intérêt, ces données sont collectées. Après, ce qu'ils disent, c'est pour de la publicité ciblée, mais ils vont partager ça avec des annonceurs, des sociétés, voire des organismes, et ce n'est pas du tout maîtrisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, au final, avec qui ces données sont partagées. Et on pourrait imaginer, d'ailleurs, qu'il pourrait y avoir des organismes gouvernementaux en Chine et tout, qui peuvent accéder à ces données d'enfants européens, anglais ou autres. Et c'est pour ça que cette affaire vous a semblé importante ? Oui, parce qu'on touche des enfants, si vous voulez. Là, on est dans un monde aujourd'hui où on protège, excusez-moi, je vais prendre un parallèle, on protège les enfants contre le travail, on a tout fait, alors surtout en Europe et dans les pays occidentaux, pour dire non, les enfants, il ne faut pas qu'ils travaillent, ils ont le droit à l'éducation et tout. Et lorsqu'on est sur Internet, il y a une espèce de jungle, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Finalement, l'enfant a 7 ans, parce que les statistiques le montrent, toutes les enquêtes, la CNIL a fait une enquête l'année dernière, elle montre bien que des enfants extrêmement jeunes se connectent sur ces réseaux sociaux sans que les parents soient au courant et donc sans vraiment contrôler ce qui se passe. Il y a une forme d'exploitation, excusez-moi l'expression, en termes d'abus de confiance et d'abus par rapport à l'âge. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche parce que au final, la loi, elle donne un cadre en disant oui, les moins de 13 ans, il faut le double consentement et tout, mais derrière... la vérité, c'est que ces sociétés, elles vont payer quelques amendes de quelques millions, alors que là, cette affaire, on parle potentiellement de plusieurs milliards. Et si jamais on ne va pas toucher profondément ces sociétés à des niveaux qui vont vraiment les pénaliser, alors rien ne va changer et on va continuer d'exploiter des données sur des enfants, encore une fois, sachant que par ailleurs, et vous le savez, et ça c'est l'autre aspect, énormément de parents partagent des données. Une statistique qui, moi, m'a effrayé, je vous la donne, une statistique d'ailleurs faite par l'Office de communication en Angleterre. En moyenne, entre 0 et 13 ans, les parents publient au moins 13 000 photos et vidéos de leurs enfants entre 0 et 13 ans. Donc, qui sont sur Internet, à jamais détenus par les sociétés et les réseaux sociaux. 13 000 photos entre 0 et 13 ans sont publiées par l'entourage des enfants. Il faut prendre conscience de ça, c'est effectivement très important. Merci beaucoup. Hervé Lejouan, vous avez joué le rôle de l'alerte aujourd'hui dans Smartech. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Privoni, qui travaille justement sur la protection des données privées. À suivre, c'est presque la fin de cette émission. On part sur une découverte technologique. Il s'agit d'un arbre à microalgues.
Bonjour Cécilia. Et demain, si l'on dépolluait les villes grâce à une innovation inspirée de la nature et plus précisément des arbres? Oui, parce que vous le savez, les arbres ont la vertu de dépolluer. Ils absorbent le CO2 grâce au phénomène de photosynthèse. Eh bien, ici, c'est un dispositif que je vous présente qui s'inspire de l'arbre pour dépolluer. Il a été créé par 2 startups françaises. La première, c'est Kianos Biotechnologies, spécialisée dans la production de microalgues. Et la deuxième, c'est Rubix SNI, spécialisée dans le développement de l'intelligence environnementale. Et à L2, elles ont créé un dispositif test pour éprouver leur solution inspirée des arbres. Et alors, quel est ce dispositif? En fait, c'est un épurateur d'air, tout simplement, nouvelle génération. Il a l'allure d'un arbre, il mesure 5 mètres de hauteur, vous le voyez sur les images. L'arbre Algal, c'est son nom, est installé à Toulouse pour le moment, dans le cadre d'une expérimentation Smart City, donc ordonnée par la métropole de Toulouse. En fait, voilà comment ça fonctionne. L'air est aspiré, l'air ambiant est aspiré à la base du système par un système de pompage et il remonte à travers l'arbre algal et il s'arrête au milieu dans une cuve cylindrique. Et à l'intérieur de cette cuve, en fait, il y a des micro-algues et ce sont elles qui vont aspirer, dépolluer, aspirer tous les polluants qu'il y a dans l'atmosphère. C'est donc quel polluant exactement? Oui, en fait, ce sont tous les polluants qui sortent pratiquement, pour la plupart des pots d'échappement. Donc, on a les particules fines, on a les oxydes d'azote. Et en fait, il faut savoir que bien avant les arbres, il y a des millions d'années, les algues déjà étaient les premiers organismes à procéder au phénomène de photosynthèse. En fait, elles ont besoin de carbone, tout simplement, pour créer leur biomasse, pour se reproduire. Et donc, elles ont développé la capacité d'attraper le carbone du dioxyde de carbone pour leur propre consommation. Donc, ici, c'est ce qu'elles font. Elles attrapent le carbone qui est dans l'air, qui entre dans la cuve cylindrique. Et donc, l'air en ressort déchargé de son carbone, dépollué. Et donc, c'est très efficace, d'autant plus que plus l'algue va recevoir de carbone, plus elle va croître, et plus elle va croître, plus elle va consommer de carbone. Alors, pour éviter au bout d'un moment que les microalgues soient trop abondantes à l'intérieur du cylindre, en plus de ça, pour être encore plus efficace pour la nature, on peut recycler ces microalgues et les réutiliser en engrais. Et quelle est la capacité de dépollution du système? Alors, normalement, sur un an, parce que ça fait que depuis le mois de septembre que ce système est testé, sur un an, ce sera de 200 000 mètres cubes exactement, ce qui sera l'équivalent d'une centaine d'arbres réunis, une petite forêt. Est-ce qu'on constate déjà des résultats sur la qualité de l'air dans la zone, là autour de l'algal? Officieusement, oui. Officiellement, on n'a pas encore les résultats. Il y a des capteurs qui captent à l'entrée et à la sortie du dispositif, un capteur qui mesure pendant ce temps-là l'évolution de la place sur laquelle il est disposé cet arbre algal. Et donc, d'ici la fin de l'année, enfin l'année de test, donc d'ici septembre prochain, on aura les résultats qui sont envoyés en temps réel, mais encore traités par la société, une des 2 sociétés qui s'appelle Rubix SNI. Bon, il reste à travailler, je pense, sur le design. Il reste à travailler sur le design, c'est vrai. Mais un peu plus intégré dans la ville comme quelque chose de vert. Oui. Il y a un petit peu des arbres qui sont accrochés sur le côté, un peu de végétation. Mais c'est vrai que voilà, c'est un prototype, c'est un test. En tout cas, s'il est efficace, ce sera quand même plus facile d'insérer dans des Smart Cities ce dispositif de seulement 5 mètres que 100 arbres au milieu des routes. C'est certain. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette découverte. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces réflexions autour des progrès de l'intelligence artificielle, mais aussi cette découverte de la Love Tech française qui essaye d'émerger. À suivre, le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.